Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Leaving in a beat path, I don't mind. Me and this is so the to make it money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance toujours détendue. C'est notre leitmotiv. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on est mercredi, donc merci d'être au rendez-vous même si on a décalé. Et c'est notre 54e émission et aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre Landy. On n'a pas Lindia Le Sauvage avec nous, on pense très fort à elle et on l'embrasse très fort. Elle revient vite. Alors, de mon côté, je vais y arriver, ça commence bien. Je m'appelle Audrey Deléry, je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête FedLegal et j'accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement, aussi bien en start-up que pour des grands groupes du CAC 40 et multinationales dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Et je suis également cofondatrice du Fleet Network. Fleet, c'est pour French Lawyers in Tech, le réseau des juristes en start-up et dans la tech qui compte plus de 500 membres et que j'ai cofondé avec Pierre, ici présent. Donc, comme je le disais, pour mener bien cette émission, nous sommes normalement 3 chroniqueurs. Aujourd'hui, nous ne sommes que 2. Et Pierre Landy est ici présent. Pierre, est-ce que ça va? Ça va très bien, Audrey. Bonjour à tous. Et donc, Pierre, toi, tu es avocat au barreau de Paris. Tu es passé par Disney avant de devenir directeur juridique de Yahoo, puis la licorne Ledger. Et tu es également cofondateur de l'Alliance d'avocats européenne ENCO. Et aujourd'hui, tu es executive mentor. Tu accompagnes les directions juridiques, directeurs juridiques, mais pas que, dans leur cheminement de leadership pour se positionner au mieux dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler lors de ta chronique? Absolument. Je vais vous parler de comment améliorer les relations de travail avec un département, avec un autre département que le département juridique avec lequel les choses peuvent être tendues. Et pour prendre un exemple qui ne concerne absolument personne et qui est de la pure science-fiction, j'ai imaginé des problèmes de relations de travail entre le département juridique et le département RH. Mais vraiment tout à fait au hasard. Tout un programme. Et pour ma chronique, moi, je vais vous parler de ChatGPT, donc comme tu l'as fait toi, Pierre, il y a 15 jours, mais dans le recrutement cette fois-ci et comment ça peut vous aider, vous, en tant que candidat. On va se concentrer tout d'abord sur notre invité du jour, c'est Philippe Andro. Philippe, comment ça va aujourd'hui? Très bien, très bien. Merci de m'avoir invité. Et merci à toi d'avoir accepté. Du coup, donc, Philippe, tu es senior advisor chez Suez, mais on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Oui, j'ai été directeur juridique dans plusieurs boîtes avant d'arriver chez Suez. Je vais essayer de décrire ça rapidement, mais en lien aussi avec les questions que vous ne manquerez pas de me poser à la suite. J'ai fait un doctorat de droit international économique, donc droit public plutôt, et dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et des pays en développement. Il y a déjà pas mal d'années de ça. Et j'ai voulu proposer une idée à une grosse boîte pharmaceutique qui s'appelle Sanofi, qui s'appelait déjà Sanofi. Ils n'ont pas pris mon idée, mais je suis tombé sur un directeur juridique très audacieux qui m'a dit, bon, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait, mais j'ai besoin de quelqu'un pour le droit des sociétés. Je vous propose un job. Il faut dire que c'était une époque en 1987, hein, ça date un peu, où c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de trouver du boulot pluridisciplinaire. Mais je pense qu'on est dans le sujet. Donc j'ai fait beaucoup de droit des sociétés, beaucoup de M&A chez Sanofi. Et puis au bout de quelques temps, ce mentor, qui a été le premier mentor que j'ai eu dans ma carrière, m'a proposé de diriger un département, enfin le département juridique d'une filiale dans les bio-industries. Et j'ai commencé assez jeune, donc à faire du management et à m'obliger à faire du pluridisciplinaire, du contrat, de la propriété intellectuelle, très important dans la pharmacie, dans les bio-industries, et beaucoup d'acquisitions encore, donc beaucoup de voyages et beaucoup d'anecdotes assez intéressant pour un jeune juriste de découvrir le monde à travers la pratique du droit. La branche pour laquelle je travaillais a été vendue et je suis allé ensuite chez Alstom, qui s'appelait à l'époque GEC Alstom, à la direction juridique, très petite, nous étions 2, puis 3, de la division transport. Et là, c'était totalement différent, du coup. Totalement différent. Et là encore, j'ai trouvé des chasseurs de tête et des dirigeants capables de proposer ça.
Là, c'était la vente de matériel ferroviaire. Donc, les clients, c'était la SNCF, la RATP et quelques étrangers. Beaucoup de contrats publics, des contrats de BOT pour ceux qui savent ce que c'est, un peu à la chaîne, pas beaucoup de corporate. Au bout d'un an et demi, j'ai accepté une proposition venant d'un autre chasseur de tête pour aller chez Thomson, qui s'appelait à l'époque Thomson Multimédia, et ça c'est un tout autre domaine puisque c'était les produits électroniques, les téléviseurs, les plateformes résidentielles, les décodeurs, etc. Du B2B2C en fait. Et là, je suis tombé dans un domaine très... D'abord, c'était une société publique, et je suis assez vite devenu directeur juridique de cette boîte. Et là, j'ai fait du vrai corporate. Enfin, j'en avais fait un peu avant dans le M&A, mais là, c'était du vrai corporate parce que nous avons préparé d'abord des accords stratégiques avec des grosses boîtes comme Microsoft, comme le japonais NEC, Alcatel, DirecTV, qui était l'équivalent du Canal Plus américain, une ouverture du capital, puis une privatisation. Donc là, j'accompagnais la direction financière et la direction générale, c'était Thierry Breton à l'époque, dans les négociations assez compliquées avec le gouvernement français, donc la direction du Trésor, et les investisseurs. Et puis, beaucoup de rotation d'actifs, on disait ça, pour accompagner en tant que juriste et avec les équipes, j'avais 75-80 juristes à l'époque, pour accompagner la transformation stratégique de la boîte. On y reviendra peut-être, mais ça, c'est un rôle important du juriste, je trouve. Et dans quand même un marché déclinant parce que extrêmement concurrentiel, en particulier, non seulement les Japonais, mais aussi à l'époque déjà les Coréens et les Chinois, donc des LG, Samsung, Huawei déjà, TCL, etc. Et donc l'activité est très très déclinante jusqu'à une faillite. Et je suis resté pour la faillite, ce qui est une expérience. Donc là, j'ai appris sur le tas. Mais je crois que tous les juristes qui y sont confrontés, s'il y en a qui nous écoutent, on ne peut apprendre que sur le tas les procédures collectives, le tribunal de commerce, avec en plus à l'époque un gros contentieux à Bruxelles au niveau de la Commission européenne pour une histoire de cartel. Bref, c'était pas la joie. Et d'ailleurs, les juristes, souvent qu'on rencontre, pardon, je me permets de t'interrompre, nous disent que c'est à la fois extrêmement difficile ce genre de contexte et en même temps extrêmement formateur, que c'est aussi dans ces conditions-là qu'on apprend énormément. Ouais, on apprend par la force des choses à gérer les priorités déjà. C'est un sujet important pour les juristes qui sont tous, à peu près tous en tout cas, surchargés de travail et de tâches. Mais là, vraiment, on va à l'essentiel. C'est une question de survie. Bon, ça a survécu après une procédure accélérée de sauvegarde. C'est devenu Technicolor aujourd'hui, après beaucoup de sessions, donc de nouveau du M&A, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître de soi, et la gestion d'un actionnariat assez compliqué avec des fonds activistes, des fonds d'investissement très court terme. Donc ça, c'est compliqué au niveau corporel. Bref, au bout de quelques temps de ce régime, j'ai de nouveau succombé aux sirènes d'un chasseur de tête, d'un recruteur, et je suis allé à la CMA-CGM, donc à Marseille. Donc ça, c'est encore un autre trip, c'est du transport maritime par des gigantesques porte-conteneurs. Ça m'était passionnant, mais je connaissais rien au droit maritime. C'était mieux d'ailleurs parce qu'il y avait une équipe de spécialistes de ça qui, pour la plupart, font leur Master 2 à Aix-en-Provence. Et j'avais pour mission surtout là au niveau actionnariat familial, à une époque de transition générationnelle entre le fondateur Jacques Salé et son fils Rodolphe, qui dirige la boîte qui est devenue gigantesque aujourd'hui, mais qui était déjà très bien. Donc là, ça m'a appris plutôt les relations, disons, politiques internes. Je n'ai pas trop touché, en fait, en tant que directeur juridique au business, proprement dit, à l'accompagnement du business, mais j'ai plutôt essayé d'être médiateur entre une direction juridique corporate et une direction juridique opérationnelle. Ça m'a appris aussi, enfin, là, j'ai plutôt utilisé mon expérience de manager de chez Thomson pour ça, mais assez vite, Suez m'a appelé pour devenir le directeur juridique là, du groupe Suez côté très international, plus de 200 juristes qui me rapportaient directement et indirectement.
la mise en place de toutes les procédures nouvelles à l'époque, assez nouvelles de Sapin 2, et ensuite du RGPD, etc. Donc pas mal de corporate. J'ai eu à utiliser aussi mes connaissances en matière de propriété intellectuelle, en plus du reste. Et puis ça, jusqu'à assez récemment, peut-être que certains ont lu la presse, où Veolia, grand concurrent, numéro 1 français et mondial, a fait une OPA d'abord hostile sur Suez, numéro 2 français et mondial, pour vraiment le truc plein fer. Et ça a été un travail assez acharné. Alors là, le rôle du juriste est plutôt un rôle assez subtil, à la fois de défense et d'attaque, jusqu'à ce qu'on trouve finalement un accord. L'accord a été trouvé en 2001. Et puis une nouvelle Suez, un peu assez réduite quand même, est née de cela. Et je l'ai accompagné en tant que, tu as dit, en tant que senior advisor. Je ne suis plus directeur juridique, je ne suis plus à ce titre au comité exécutif. J'ai été remplacé en janvier par Anne-Sophie Lelay. Elle était notre invitée aussi d'ailleurs, hein, quand elle était encore chez Air France KLM. Et qui est très bien dans ce rôle depuis quelques mois. Je l'accompagne un peu en tant que senior advisor, si on a besoin de moi à la direction générale, mais je suis sous un rôle un peu plus de recul, mais l'âge aidant, c'est un peu normal. Voilà. Merci en tout cas, Philippe, de nous avoir présenté ton parcours. Et le sujet aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, est-ce qu'il faut être spécialisé pour être un bon juriste? Pour le coup, c'est juriste, être ou ne pas être spécialiste. Ton parcours nous montre que tu as fait plein de secteurs différents, justement. Avant qu'on passe dans le vif du sujet, est-ce que tu as un message à faire passer brièvement, du coup, avant qu'on Oui, le message que je peux passer, c'est un peu ce que c'est dans le titre. En fait, j'ai vu, en tout cas, je peux parler de mon expérience, mais aussi de l'expérience de quelques autres que j'ai côtoyés et que je côtoie toujours. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être spécialisé dans un secteur particulier pour être un bon juriste. Mais ça, c'est le message général. Oui. Alors, laisse-moi rebondir là-dessus. Donc, il n'y a pas besoin d'être spécialisé dans un secteur particulier pour être un bon juriste. Alors déjà, quels sont les avantages que tu vois, Philippe, à ne pas être spécialisé, justement? Je dirais, d'abord, je poserai mon constat. Après, on en parle et vous me dites, mais mon premier constat, c'est qu'on n'est pas un bon juriste parce qu'on est seulement un bon technicien d'une discipline juridique. On peut être un excellent technicien et pas forcément un bon juriste dans l'adaptabilité, dans la créativité juridique aussi, qui est nécessaire souvent en entreprise. Le deuxième constat, c'est que je n'ai pas rencontré, mais je pense que toi non plus, Pierre, de juristes qui soient bons dans tous les secteurs du droit, et de toute façon, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont trop nombreux pour l'être, ni dans tous les droits nationaux. Quand on est, comme je l'ai été, à la tête d'un département juridique très international, très pluridisciplinaire, évidemment, on ne peut pas être bon dans tout. Et donc, je me dis, sur la base de ces deux constats, que pour être un directeur juridique, en fait, et embrasser toute cette diversité du droit et des réglementations qui s'imposent à l'entreprise, il vaut peut-être mieux ne pas être trop spécialisé. J'aurais tendance à être totalement d'accord avec ça. Tu sais, donc, vous savez, Audrey l'a dit, moi j'ai été directeur juridique IMIA chez Yahoo, managé une cinquantaine de juristes, donc dans une, je pense, quinzaine de pays, qui allaient de la Jordanie aux Émirats arabes unis, en passant par l'Irlande, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, la France. Bon, autant vous dire que je n'y connais rien en droit jordanien. On a même eu un moment une succursale en Égypte. Autant vous dire que je n'étais pas très doué sur le droit des obligations en Égypte. Et pour autant, je manageais tous ces juristes, voire tous ces pays dans lesquels parfois on n'avait même pas de juristes, et les problématiques. Et on fonctionne, comme tu l'as dit, par créativité, par association d'idées.
Et un des talents du jury, ça va être aussi de recruter les meilleurs conseils, bien évidemment, pour savoir nous aider, des gens qui vont savoir s'adapter à l'entreprise. Donc, en fait, il y a énormément de qualités, au-delà de qualités purement techniques, je suis totalement d'accord avec toi, qui vont être attendues de la part du directeur juridique pour manager, pour manager tout un tas de sujets. D'ailleurs, on parle des directeurs juridiques, ça peut aussi être pour des juristes qui vont être dans un grand département sur lequel ils vont avoir, par exemple, être Employment EMEA Council. Bon, ben voilà, ils sont certes des experts en droit social en France, probablement, mais bon, voilà, ils vont gérer des problématiques de droit social dans toute l'Europe, dans toute la région EMEA, voire dans le monde. Eh bien, clairement, la spécialité ne suffira pas. Il va falloir, la spécialité française ne suffira pas. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, Pierre, pour te poser une question, Philippe. Comment est-ce qu'on sort ta spécialité? Parce que je rencontre, moi, dans mon quotidien chez Fed Legal, beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes qui sont spécialisés en droit de la concurrence depuis des années, en droit IT, sur des contrats EPC, en M&A. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste des matières juridiques, mais en tout cas, il y a plein de spécialistes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on sort de ce passé et de ce quotidien de spécialistes? Quels sont tes conseils? Non, mais ça, les exemples que tu viens de citer sont excellents. D'abord, il faut le vouloir. C'est une bonne chose, oui. Il faut le vouloir. Il faut que le jury. On en connaît tous des juristes remarquables spécialistes qui restent spécialistes et qui sont de plus en plus spécialisés, qui deviennent même des références à l'échelle nationale. Mais si l'on veut changer pour les besoins de changement, pour des curiosités, à l'occasion, ça peut être à l'occasion de changement d'organisation dans une boîte, grande ou moins grande, ça peut être un changement de poste ou même d'entreprise. On peut sortir de sa spécialité d'origine, ou bien en prenant de l'ampleur et de l'expérience, on peut aussi, tout en restant dans sa spécialité d'origine, élargir son champ de compétences et d'exercice. C'est assez courant, par exemple, qu'un spécialiste, tu viens de le citer, en droit de la concurrence puisse, j'ai des exemples vécus, pas si vieux, puisse devenir responsable de la compliance. Il y a des points communs, il y a un travail de connaissance, mais ça, c'est le propre du juriste, de rester toujours en alerte et des nouvelles jurisprudences ou des nouvelles législations, évidemment, mais même des préparations des législations. Mais on a vu des juristes M&A qui viennent du droit des sociétés, ou on a vu des juristes qui venaient du contrat vers le corporate, parce qu'en venant du contrat, on peut prendre de l'ampleur, par exemple, dans une filiale, assurer le corporate de la filiale et grandir dans ce domaine. Ça existe évidemment. Mais je rebondis un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. J'aimerais, c'est peut-être en train de changer, mais tu vas nous dire, Audrey, j'aimerais aussi que les recruteurs, qui ne sont pas seulement les directeurs juridiques qui recrutent de futurs collaborateurs, mais aussi les RH, ça peut servir pour la chronique de Pierre de tout à l'heure, et évidemment les recruteurs externes soient plus audacieux. Ce dont j'ai pu bénéficier, il est vrai à une autre époque, je pense que ça reste un peu vrai quand même, plus ambitieux. C'est-à-dire qu'ils osent donner sa chance à un juriste en ayant évalué évidemment ses caractéristiques, sa personnalité, ses compétences techniques, son background, mais lui donner sa chance de travailler, je ne sais pas, si c'est un juriste contrat et qu'on a besoin, qu'on a une nouvelle acquisition, et si on l'a évalué comme on lui donne sa chance, même si la barre est un peu haute au départ. Pour faire du M&A, au juriste M&A, on peut lui demander de manager une équipe pluridisciplinaire, ce qui est arrivé au bout d'un certain temps. Au juriste, tu l'as dit, propriété intellectuelle, il peut piloter les juristes achats si dans les achats, il y a beaucoup de prestations Microsoft, IBM ou autres, ou SAP. Bon. Et ça, ce sont des exemples vécus. Évidemment, on peut changer de secteur. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir du coup déjà des gens qui ont envie, parce que c'est vrai qu'il y en a qui adorent leur spécialisation et n'ont pas envie, en tout cas. Donc là, c'est pas grave de ne pas avoir envie, mais en tout cas, pour ceux qui sont en vie, c'est possible, en tout cas. C'est ce que tu dis. Bien sûr, je pense que oui. D'accord. Okay. Et dis-moi, Audrey, je vois une question dans le chat que j'ai envie de te poser tout de suite parce que tu es l'experte pour y répondre. C'est une question de Cathy.
qui nous dit « Faire plusieurs secteurs démontre l'adaptabilité du juriste. Malheureusement, trop souvent, lors des entretiens de recrutement, on peut être écarté parce que, je cite, on souhaite avancer avec un candidat qui a eu de l'expérience en pharma ou en industrie ou en informatique. » Bref, ce que demande Cathy, c'est comment contrer de telles remarques. Je veux bien répondre tout de suite et après, je reposerai la question à Philippe si ça te convient, Pierre aussi, et Philippe aussi. Il est vrai, du coup, qu'il y a certaines entreprises qui ont besoin, ils sont rassurés à l'idée d'avoir quelqu'un qui vient du même secteur d'activité. Mais c'est dans un contexte assez particulier, justement, soit si c'est quelqu'un de spécialisé avec des types de contrats extrêmement précis, justement, soit, et ça une question après à poser à Philippe là-dessus, sur un directeur juridique, il est vrai que parfois, les directeurs généraux sont rassurés à l'idée d'avoir quelqu'un qui vient d'un secteur similaire. Ça justifie parfois quand les équipes sont très réduites, parce qu'il faut aussi un spécialiste à la tête de l'équipe et qu'il n'y a pas assez de spécialistes en dessous. Donc là, moi, je le comprends assez facilement pour le coup. Il est vrai que je vais orienter ma recherche vers des profils très spécialisés. En revanche, quand il y a plutôt des grosses équipes avec pas mal de personnes en dessous pour justement aider le directeur juridique ou la directrice juridique, là, il est vrai qu'on va surtout aller chercher un manager d'équipe, un chef d'orchestre pour le coup. Voilà, donc ça dépend un petit peu du contexte. Donc, comment contrer cela? Ça va dépendre du contexte pour le coup. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si Philippe, tu veux compléter et donner ton avis sur la question. C'est un peu ce que j'ai esquissé là, dans la discussion précédente qu'on a eue. Je crois qu'il faut quand même un peu d'audace. Alors, comment y parvenir? C'est la question de Cathy, mais je pense que vous, les recruteurs, avez certainement un rôle auprès des RH, en particulier pour les juristes, mais c'est probablement vrai dans d'autres disciplines, pour leur dire, mais soyez pas bornés. Et moi, j'en suis un exemple vivant. Ce n'est pas parce que j'ai commencé dans la pharma que je suis destiné à rester toute ma vie dans la pharma, déjà en tant que secteur. Et c'est vrai que c'est rassurant pour un recruteur. Si on est dans l'automobile, si on est chez Renault, on va prendre quelqu'un qui était passé chez PSA, enfin Stellantis. Bon. Or, pour le juriste, est-ce que c'est si bien, au fond? Parce que si, ça peut être mieux pour le salaire et les conditions matérielles, admettons, de passer d'une société à l'autre, mais dans le même secteur, ce n'est pas forcément si bien. Donc, il faut, tu as cité le mot que j'aime bien, le nom du chef d'orchestre. En réalité, un chef d'orchestre est aussi un CEO. Je veux dire qu'un CEO, il est CEO parce qu'il n'est pas spécialiste de tout. Un juriste n'est pas spécialiste de tout. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été je prends Suez tout récemment, la nouvelle directrice générale, présidente de Suez, elle vient de Siemens. Elle vient de Siemens Mobilité, elle a fait de l'automobile, elle a fait du train et elle est présidente directrice générale d'une société de services à l'industrie. Mais c'est vrai pour le juriste qui l'accompagne. Anne-Sophie, pour reprendre son exemple, en plus du mien, vient de Air France KLM. Donc on peut très bien changer de secteur et en prenant, c'est peut-être, j'anticipe sur la discussion, mais en prenant de la hiérarchie, disons, en grimpant dans la hiérarchie, c'est encore plus vrai. Donc il faut convaincre les RH. Je ne sais pas, vous avez des séminaires, des choses comme ça. D'ailleurs, pour les juristes, le juriste, il est bon parce qu'il est adaptable. La question portée sur l'adaptabilité, on est bien au cœur de la discussion, c'est parce qu'il est adaptable qu'il est bon. Il peut être bon aussi parce qu'il est spécialiste, mais on a besoin des deux, je pense. Et sur les profils, du coup, de directeurs juridiques, justement, pas spécialisés, qui peuvent aller d'un secteur à un autre, comme tu l'as fait durant ta carrière, Philippe. Il y a d'autres exemples, comme Anne-Sophie Lelay que tu as cité typiquement. Il y en a d'autres aussi sur le marché, c'est très bien. On est parfois confronté justement à des CEO qui ne sont pas hyper rassurés à l'idée de voir quelqu'un qui vient d'un autre secteur. Et en même temps, du coup, ce que j'aime bien dire aussi à mes clients, c'est qu'il y a deux choses. Quand on a quelqu'un qui va venir d'un autre secteur d'activité, c'est que, la personne, elle va arriver avec une autre vision, du coup, d'un autre secteur d'activité, peut-être d'autres réflexes, pour le coup, un regard neuf. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi pour un CEO. Peut-être que la personne, elle ne sera pas opérationnelle aussi rapidement sur plein de sujets qu'une personne qui vient du même secteur. Mais très souvent, comme tu le disais, on n'a pas forcément à toucher au business même de l'entreprise. On va chercher, comme tu le disais, aussi un chef d'orchestre. Oui, et puis il y a cette notion que tu viens de dire indirectement de challenger aussi.
Je pense que dans une carrière de juriste, on a tous été confrontés à ça. Il y a le spécialiste qui vient te dire, bon, c'est comme ça a toujours été comme ça, il faut que ce soit comme ça. Bon, caricature, hein, c'est généralement plus compliqué. Mais le fait de challenger, même de façon candide, c'est dire, mais bon, tu as toujours fait comme ça, mais pourquoi Est-ce que c'est vraiment la seule voie? Est-ce que et l'expérience passée dans d'autres domaines peut être utile à faire avancer aussi le spécialiste. Je ne vais pas dire qu'il y a une idée de commandement, mais le faire avancer dans sa réflexion. Tout à fait. On doit changer aussi de technique, on doit voir aussi l'application du droit à l'entreprise de façon globale et puis elle est mouvante. Donc, voilà, j'ai des exemples en tête que je ne citerai pas, mais convenance, mais de spécialistes un peu trop âgés peut-être et un peu trop engoncés dans leur spécialité, ça existe aussi. Alors, du coup, Philippe, à ce stade, on sait que tu as l'idée des grosses équipes. Et alors, ton cœur balance entre les deux, spécialiste, généraliste. Qu'est-ce que tu aimes avoir dans ton équipe? That is the question, puisque c'est le titre de Exactement, vous avez tous noté notre excellent niveau d'anglais. That is the question. C'est Pierre l'auteur, je tiens à préciser. J'assume pleinement. Audrey m'a demandé, mais tu es sûr de ce titre? Et je trouvais ça, voilà, vous me connaissez. That is the question, je trouvais ça très bien. Donc, that is the question, Philippe. Ah bon, il faut les deux, on vient de le dire. Il faut les deux types de profils. Ils sont absolument nécessaires à l'entreprise. Et plus l'entreprise est grande, plus il lui faut des spécialistes. Donc, on a besoin d'experts. On a besoin de spécialistes. On parlait tout à l'heure, on a égrené le droit de la concurrence, les contrats publics, le droit des sociétés, la propriété intellectuelle. Enfin bon, il y a des domaines, bien sûr, qui sont un peu des exceptions, comme le droit bancaire, où là, il faut être un peu juriste de banque pour travailler dans la banque. Bon. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'experts. Mais on a besoin de généralistes. Et on a besoin de généralistes. Quand on dit généraliste, si on veut dire contrats contentieux, y compris internationaux, y compris M&A, c'est vrai que quand on est parti et qu'on a contribué en tant que juriste à la négociation de contrats, la structuration juridique des deals, par exemple, on touche à de nombreux domaines du droit en même temps. On touche à du contrat pur dans différentes juridictions, dans différents systèmes juridictionnels, on touche à la concurrence, on touche à la propriété intellectuelle, on touche au droit financier très souvent. Donc évidemment, on devient généraliste de cette façon-là. Mais si on doit penser, alors donc il faut les deux, bien sûr, pour répondre à ta question, Pierre, directement, mais si on doit penser à l'évolution de carrière des juristes, c'est-à-dire quand on a tous à faire, tu as dû faire ça évidemment, un plan de succession dans les différentes équipes, par exemple, et tu dois penser, avant d'aller appeler Audrey Deléris pour un recrutement externe, on essaie de voir en interne si on peut faire des promotions et si on peut bouger des cadres. Et dans ce contexte d'un plan de succession, l'expérience montre que le management est plus souvent confié aux généralistes qu'à l'expert spécialiste. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Okay. Donc, la réponse, il faut des deux. Pour l'évolution de carrière, je privilégierais davantage le généraliste. Et justement, ma dernière question avant qu'on passe aux chroniques, est-ce qu'on pourrait dire qu'on devient de plus en plus généraliste en gagnant en seniorité et en montant dans la hiérarchie? Ah oui. Oui. Oui, de toute façon, c'est un peu l'idée du chef d'orchestre, c'est-à-dire dont tu parlais tout à l'heure, en montant en hiérarchie, en gagnant en seniorité, on devient chef d'orchestre. On manage des collaborateurs qui sont souvent bien meilleurs, ce que disait Pierre en introduction, c'est qu'ils sont plus virtuoses. Pour continuer l'analogie avec le chef d'orchestre, ce n'est pas le meilleur violoniste, le meilleur harpiste, le meilleur percussionniste de l'orchestre, mais c'est lui qui les coordonne et qui fait que ça sonne juste, hein, et que c'est efficace. Donc on devient plus généraliste en devenant en grimpant dans la hiérarchie, en gagnant en seniorité, mais aussi, enfin ça c'est souvent peut-être sur un futur débat, il est possible aussi qu'on fasse moins de droit, finalement, et plus de management. Merci beaucoup, Philippe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux chroniques parce que voilà, je suis entourée donc, de deux chefs d'orchestre avec Pierre Landi et Philippe Andreau. Donc, on passe aux chroniques et on enchaîne avec la chronique de Pierre. Est-ce que ton jingle est prêt, Pierre? Absolument, let's go. We do.
Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé en introduction, je vais vous donner 7 astuces pour améliorer les relations de travail, donc avec un département totalement choisi au hasard, le département des ressources humaines. J'imagine que c'est le problème que vous avez tous déjà rencontré, comment améliorer des relations qui peuvent devenir un petit peu tendues avec un département avec lequel on est bien forcé de travailler, forcé de l'admettre. Et parfois, au plus haut niveau, ces deux entités sont perçues comme opérant dans des sphères séparées, avec des préoccupations, des méthodes de travail et des cultures professionnelles finalement distinctes. Il y a même parfois de la rivalité entre les deux départements, voire une confusion des rôles, ce qui crée un stress qui finalement n'est pas nécessaire. Et pourtant, si on prend l'exemple que je vous donne, leurs missions sont intrinsèquement liées et leur collaboration est essentielle pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble de manière plus harmonieuse? Vous savez que j'adore ça, l'harmonie, et productive. Alors, voici 7 clés. C'est basé sur des pratiques de leadership efficaces, des techniques que nous, on a mis en œuvre chez You, parce que je ne vous cacherai pas que ça était relativement tendu avec nos amis des ressources humaines pendant quelques années. Et donc, que vous soyez un directeur juridique, un Chief People Officer ou simplement intéressé par le leadership, j'espère que ces petits conseils vont vous intéresser. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Numéro 1, promouvoir la compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'il est absolument crucial que chaque département comprenne le rôle, les responsabilités et les défis de l'autre département. Alors moi, un truc qui fonctionne super bien, c'est de mettre en place du job shadowing, c'est-à-dire les employés, c'est un peu vie ma vie, passent une journée à observer le travail de leurs collègues dans un autre département et puis rien de tel pour que chaque membre de l'équipe comprenne parfaitement les enjeux des autres et ce qu'ils vivent au quotidien, leur point de vue réciproque, pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Donc voilà, point numéro 1. Deuxièmement, clarifier le rôle et les responsabilités de chaque département. Alors là, il y a des tas de méthodes que vous pouvez utiliser lorsque les responsabilités entre les deux départements ne sont pas clairement définies. Alors, vous pouvez ponctuellement établir sur des sujets ce qu'on appelle un RACI chart, R-A-C-I, pour qui est responsable, qui est accountable, qui must be consulted, qui must be informed, ou utiliser un autre modèle dont on a déjà parlé, qui est le modèle rapide pour prendre des décisions. Rapide qui veut dire recommend, agree, perform, input, decision. Donc, chaque personne dans chaque équipe, voire plusieurs équipes, au-delà des deux dont on parle aujourd'hui, ont chacun un rôle et on clarifie véritablement qui fait quoi. Et chez Yahoo, petite anecdote, on avait carrément pris, parce que quand je vous dis que c'était tendu, on avait carrément pris un moment le temps de décrire le rôle et les responsabilités de chacun au sein de la direction juridique et de la direction des ressources humaines. Par exemple, on avait écrit dans la première colonne « contrat de travail », puis après, il y avait une colonne « legal », c'est « legal » écrit le contrat de travail, l'amende, le transforme, fait les templates, machin. RH remplit pour les nouvelles recrues, le gère, fait les demandes pour les améliorations. Ou alors un licenciement, eh bien les RH gèrent jusqu'au contentieux, ramassent les preuves, font les entretiens, etc. Et puis dès qu'un avocat dans la boucle, paf, ça quitte les RH et ça passe au legal qui reprend le lead pour les négociations, etc. Voilà. Donc ça peut être très utile, on peut le faire sur tous les sujets. Et nous, ça nous a énormément aidé à clarifier qui était responsable de quoi. Troisième truc, créer des objectifs communs. Il est important de rappeler que tous les départements œuvrent pour le succès de l'entreprise. Donc, en tant que leader du département, vous pouvez vous rapprocher de votre homologue, par exemple aux ressources humaines, et instaurer des objectifs communs entre les départements juridiques et RH pour favoriser leur collaboration, éventuellement en mettant des membres des deux équipes ensemble qui doivent arriver à des objectifs communs. Quatrième truc, faciliter la communication ouverte. Les différences de communication peuvent créer des frictions entre deux départements. Donc, il est important de créer des canaux de communication qui soient ouverts et réguliers. Par exemple, vous pouvez mettre en place des réunions hebdomadaires interdépartementales pour discuter de tous les problèmes, mais aussi des succès de l'équipe, voire des échecs. Et si vous avez le budget, vous pouvez même organiser des sessions de processcom. L'India n'est pas là, mais elle aurait adoré que je dise ça, afin que chacun se comprenne mieux le style de communication de l'autre et encore une fois, qu'on évite les incompréhensions. Cinquième truc, je te rassure Audrey, il y en a 7, encourager le respect mutuel, c'est-à-dire c'est la clé pour une collaboration réussie, c'est-à-dire il faut se souvenir que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Hein. Donc, en tant que leader, vous pouvez proclamer votre style de leadership, donner des règles claires sur les comportements que vous souhaitez que vos équipes adoptent. Par exemple,
j'encouragerais une posture de leader sans commérage. Voilà, comme ça va calmer tout le monde. Certains leaders mettent même en place des politiques de no blame qui encouragent la résolution des problèmes plutôt que la recherche de coupables. Il faut aussi accepter que ce qu'apporte chaque membre de l'équipe. Les ressources humaines peuvent apporter de l'empathie, une meilleure connaissance des départements, alors que le département juridique, lui, apportera une meilleure connaissance technique des enjeux juridiques. Et donc, ne faisons pas des raccourcis trop hâtifs. Cela dit, hein, les juristes peuvent tout à fait être empathiques et vous pouvez aussi avoir des membres des ressources humaines qui sont excessivement compétents sur les enjeux juridiques complexes parce qu'ils ont fait des études de droit social avant d'être directeur juridique, par exemple. Enfin, les deux derniers points. Proposer des formations conjointes, c'est-à-dire à la destination de l'entreprise. Vous pouvez imaginer des formations conjointes entre les ressources humaines et la direction juridique pour aider, once again, à renforcer les relations de travail dans le département. Et puis, elles seront présentées par des représentants des deux départements. Là encore, l'idée, vous l'avez compris, c'est renforcer la compréhension mutuelle et la collaboration. Enfin, célébrer les réussites communes. Il est important de célébrer les victoires. Par exemple, on peut imaginer un petit pot rapide en fin de journée pour célébrer les recettes du département, les réussites du département juridique et des ressources humaines. Par exemple, la mise en place de l'outline pour Sapin 2, qui est un travail qui implique les deux départements, la gestion d'un dossier complexe d'un salarié, l'ouverture d'une filiale à l'étranger, autant de dossiers où les deux départements doivent savoir travailler main dans la main. Donc, en conclusion, améliorer les relations de travail entre les deux départements, comme le département juridique et le département RH, dans mon exemple aujourd'hui. Ce n'est pas une tâche facile, mais avec des efforts communiqués et une communication ouverte de part et d'autre, il est possible de créer une collaboration fructueuse. Voilà. Merci Pierre. Eh bien, écoute, déjà merci. Ta chronique ne fait que 6 minutes. Donc, d'habitude, ça dure 10 minutes et bravo. Philippe ne sait pas, mais c'est une petite boutade qu'on a à chaque fois avec les chroniques. Non. J'arrête de plaisanter, t'embêter Pierre et on passe, je m'annonce. On passe à ta chronique et je déclenche le chrono, Audrey. C'est parti. D'accord, moi aussi. Merci Pierre, mais comme j'ai un débit extrêmement rapide, en 1 minute, ça va presque être terminé. Non, je vous rassure, je vais essayer que ce soit clair pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ChatGPT. Il est vrai que la semaine dernière, Pierre vous a parlé de l'utilisation de cet outil pour avoir plus de leadership et comment l'utiliser pour améliorer son positionnement. À mon tour de vous parler de cette intelligence artificielle dans le cadre de recrutement. Et plus précisément, comment ChatGPT, dont on parle tout le temps aujourd'hui, peut vous aider en tant que candidat dans votre recherche d'emploi. Premier point, le CV. Alors, j'ai testé et ChatGPT est capable de réaliser un modèle de CV. Donc, concrètement, moi, je lui ai demandé de rédiger un CV pour un juriste ayant 5 ans d'expérience en droit des contrats internationaux, dans le secteur des nouvelles technologies et en protection des données personnelles. Et en quelques secondes, l'outil m'a fourni une trame avec des champs à remplir, les coordonnées, les noms d'entreprise, mais aussi un descriptif de poste intéressant avec, par exemple, des mentions de contrat de licence, contrat de service, contrat de partenariat. Donc, vraiment des choses un peu plus précises. Mais n'était pas mentionné le RGPD. Donc, sur la protection des données perso, c'est un petit peu dommage qu'il ait manqué cet aspect-là. J'ai fait un second test pour le coup, où j'ai demandé à ChatGPT de produire une nouvelle trame, cette fois-ci pour un directeur juridique, avec 30 ans d'expérience, notamment dans le secteur de l'eau et des déchets, avec de fortes compétences en droit des affaires internationales, M&A et droit public. De quel profil parle-t-on? Suivez mon regard. Un exemple, il est parmi nous aujourd'hui. J'ai voulu faire ce test. Et donc, le résultat, il est à la fois rapide et convaincant. Voilà, cela peut servir d'une première ébauche quand on ne sait pas par où commencer, même si je vous ai donné des conseils lors d'une précédente émission. Je vous mettrai ensuite le lien. L'outil, en fait, ne peut pas générer de CV parfait, qui correspond parfaitement à vos expériences et à ce que vous voulez mettre en avant. D'ailleurs, ChatGPT, j'étais assez étonnée qu'il le dise, mais il l'indique lui-même. Je cite, « Il est important de noter que ChatGPT puisse fournir des conseils utiles pour rédiger un CV. Il est toujours recommandé de relire et de personnaliser le contenu généré par le modèle en fonction de votre situation spécifique. Un CV réussi devrait refléter votre expérience, vos compétences et votre personnalité unique. » Fin de citation. Donc, j'approuve totalement cette précaution. D'ailleurs, ChatGPT ou non, quand je reçois des CV avec parfois des champs non remplis et des choses du coup entre crochets, ou là où normalement les gens sont censés en fait modifier quelque chose, je vous remercie de bien relire le CV, que je n'ai pas l'impression d'avoir un modèle qui a été rempli pour partie. C'est un petit peu énervant du coup.
Ensuite, maintenant que vous avez votre CV, que ChatGPT vous a aidé dans cette trame, il faut se préparer à l'entretien. Donc, au lieu de nous noyer dans les méandres d'Internet, ChatGPT peut vous aider à mettre en exergue les questions clés qui peuvent revenir lors d'un entretien. Donc, j'ai posé la question suivante, j'ai vraiment testé. Comment me préparer à un entretien d'embauche si je suis juriste en contrats internationaux dans le secteur des nouvelles tech et spécialisée également en données personnelles? J'ai repris le même profil. Les réponses étaient encore une fois convaincantes, même si pas du tout spécifiques pour un juriste et dans cette spécialité. Donc, ChatGPT m'a conseillé de faire des recherches sur l'entreprise, super. 2, de mettre à jour ses connaissances juridiques, c'est mieux. 3, de préparer des exemples concrets. 4, d'anticiper les questions fréquemment posées avec une liste de questions. 5, d'être prêt soi-même à poser des questions. Et 6, de s'entraîner. Et enfin, 7, de préparer tous ces documents, CV, carte d'identité, etc. Donc, vraiment des conseils, pour le coup, que moi-même, je conseille aux candidats. Donc, j'étais plutôt convaincue là-dessus. Et ChatGPT, je vous le dis, vraiment, j'ai fait ça avec beaucoup de sérieux, j'ai vraiment testé. ChatGPT voilà, a mentionné cette précaution que je vais également vous citer. Donc, où j'ouvre les guillemets. Il est important de noter que bien que ChatGPT puisse fournir des informations et des conseils utiles, il ne remplace pas l'expertise d'un professionnel des ressources humaines ou d'un consultant en recrutement. Fin de citation. Évidemment, quand ChatGPT me dit que mon métier sert à quelque chose, évidemment, j'étais hyper contente de lire ça, même si j'en étais plus que convaincue, et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Donc, en tant que chasseuse de tête, mon travail il consiste également à conseiller les candidats, à les coacher, les encourager et à mettre en avant tel ou tel élément de leur parcours pour mieux se vendre sur un poste. Voilà, ce n'est qu'un outil d'intelligence artificielle. Là, on ne peut pas lui demander ça. En conclusion, j'ai été sincèrement impressionnée par la rapidité et la pertinence des réponses apportées à mes questions par ChatGPT. D'abord sur le CV et ensuite sur les conseils pour préparer un entretien. Donc, ChatGPT, c'est un outil qui fait gagner du temps et qui est une base sur laquelle travailler. Mais en tant que candidat, il va néanmoins falloir vous investir. Et oui, être candidat prend beaucoup de temps, c'est vrai. Donc, le recrutement, c'est l'humain et ce n'est pas ChatGPT qui va vous remplacer pour vous présenter et prouver à un employeur que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Voilà ma chronique, du coup, puisque c'est moi qui enchaîne, puisque je présente l'émission aujourd'hui. Ah, tu es en mute, Pierre, du coup. Je veux juste rajouter, Audrey, que je pense que c'est exactement ça. ChatGPT, ça supprime l'angoisse de la page blanche. Et ça, c'est formidable. Ça supprime cette angoisse de dire par quoi on va commencer. Mais effectivement, ça, on ne peut pas complètement tout lui laisser en main. Et voilà, donc c'est tout. Je voulais juste dire ça. Eh bien, écoute, oui, Audrey, qui on voit la prochaine fois? Alors, j'ai juste du coup un commentaire parce qu'on nous a demandé des questions pour le coup pour pardon, je n'avais pas Philippe. vu. Oups. Du coup. Et je vais demander à Philippe de réagir pour le coup. Il y a Marina qui nous dit du coup qu'elle est d'accord sur le fait qu'on peut être tout à fait un très bon juriste quand on n'est pas spécialiste. Voilà, elle nous dit, pardon, il est souvent très délicat de faire entendre à un recruteur que bien que n'ayant pas aujourd'hui une spécialisation donnée, il nous est possible de l'acquérir. Et que c'est même cela qui fait pour nous l'intérêt du poste. Cela semble particulièrement vrai pour le corporate M&A. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe, du coup? Oui. J'en pense que effectivement, c'est un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, enfin l'échange qu'on a eu sur les recruteurs. La question derrière ça, c'est comment les convaincre. L'intérêt pour le juriste est évident. L'intérêt pour le recruteur l'est moins. Il faut parvenir à faire coïncider les deux et donc que le recruteur ait d'autres critères de recrutement que la simple spécialité. Dans le cas, bien sûr, où le poste permet ça. Et c'est peut-être là le rôle aussi du recruteur, directeur juridique et du RH, c'est-à-dire un conseil qu'on peut donner, mais que tu donnes certainement à tes candidats, essayer de poser des questions sur la vision qu'a le recruteur, qu'a l'interlocuteur du poste et de son évolution. Parce qu'aujourd'hui, c'est un poste de spécialiste à tel niveau hiérarchique, peut-être que demain, ce poste-là sera étendu ou fusionné, et on peut être le bon candidat. Justement parce qu'on n'est pas spécialiste et qu'on peut faire avancer différemment les choses. Il y a aussi, évidemment, et ça c'est très subjectif, la personnalité. La personnalité d'un juriste curieux, voulant apprendre pour réussir dans l'intérêt et au service de l'entreprise, c'est un critère au moins aussi fondamental que la spécialisation. Et même, il faut en ajouter un troisième, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, ni Pierre ni toi, Audrey, c'est la capacité, enfin, le sens que peut avoir le recruteur du fait que le candidat ou la candidate
fonctionnera bien dans une équipe, au-delà de la spécialité. Et avant d'être en conflit avec la DRH, pour reprendre la chronique de Pierre, c'est peut-être important de dire, bon, ok, celle-ci ou celui-là n'est pas hyper spécialisé dans le domaine que je cherche, mais je sens qu'il a ou qu'elle a la personnalité qui ira bien et qui va fonctionner dans l'équipe et qui pourra faire progresser les choses, enfin, en tout cas être efficace, éviter des conflits inutiles entre spécialistes, des choses comme ça. Donc on est un peu en périphérie du strict descriptif du CV, mais c'est toute l'importance de l'oral en fait et de l'entretien. Je pense que c'est là que ça se joue, pour faire réconcilier l'exigence du recruteur avec l'envie, le désir, les souhaits du candidat. Voilà. Merci Philippe pour ton avis. Je rebondis aussi parce que je suis totalement d'accord. Il y a l'aspect personnalité, évidemment, on en parle toujours, ces fameuses soft skills, mais c'est là où c'est intéressant, je pense, aussi bien pour un directeur juridique qui va recruter quelqu'un dans son équipe ou un chasseur comme moi, quand on arrive à déceler qu'il y a quelque chose qui va bien matcher entre justement un futur manager et un collaborateur, et parfois le profil n'est pas parfait, mais on sent que ça va bien matcher et ça peut donner lieu à une très très bonne collaboration. À côté de ça, il est vrai que, et là je parle par expérience, quand on me demande du coup voilà, un spécialiste en M&A, eh bien non, je vais pas présenter un profil qui est du coup en contrats internationaux dans l'IT, parce que mon client a vraiment besoin d'une expertise en M&A. Donc là, j'avoue que non, je ne présente pas de profil plus généraliste, sauf si mon client me dit que le poste peut évoluer, que c'est un profil plus généraliste avec une partie M&A et qu'il est ouvert là-dessus. Mais si j'ai voilà, un profil ultra spécialisé en M&A, parce que c'est le cas aujourd'hui, et que j'ai eu des candidats qui j'ai dit dire non, et parfois ils avaient du mal à comprendre, mais parfois on a besoin d'un ultra spécialiste et on n'a pas le temps de former quelqu'un ou laisser la possibilité à quelqu'un de le faire. Mais ça ne voudra pas dire qu'il ne va pas évoluer. Je vais juste ajouter une chose sur le sujet du M&A, puisque ça fait partie de la question. C'est un domaine que je connais un peu quand même. Il est assez rare tout de même qu'on embauche, ou alors il faut être une très grosse boîte, ce qu'on a connu, ce que j'ai connu, mais qu'on embauche un spécialiste pour faire que du M&A. Parce que ça supposerait que le groupe dans lequel que rejoint le candidat ou la candidate a une activité d'acquisition et de cession super. Alors ça peut arriver, mais ça peut arriver souvent d'ailleurs en période de trouble. Ou alors certaines boîtes dont c'est la façon de la croissance externe est la seule stratégie, ce qui est rarissime. Donc justement, précisément sur le M&A, je pense que c'est rare de n'avoir besoin que d'un spécialiste de M&A. Il faut qu'il touche aussi au droit financier, il faut qu'il touche aussi au droit des sociétés, il faut qu'il soit en lien avec la trésorerie autant qu'avec le M&A financier. Enfin, c'est justement un sujet qu'on peut travailler avec le recruteur, je crois ça. Merci pour cette précision, mais il est vrai, ça dépend beaucoup du contexte. Merci beaucoup Philippe. Est-ce que Pierre, tu pourrais nous inviter, nous annoncer le prochain invité, pardon? Absolument. Nous aurons dans 15 jours Guillaume de Saint-Cernin qui est associé au cabinet BG2V en droit social, et on l'a challengé à faire un petit exercice rigolo, c'est de nous donner les do's et don'ts du licenciement, mais en se positionnant à chaque fois d'une part côté employeur et après côté salarié. Donc, quand on est licencié, eh bien, quelles sont les choses à faire quand on va licencier quelqu'un côté employeur et justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est la personne qui reçoit l'information et vice-versa. Bref, voilà, ça devrait être assez rigolo et ça sera dans 15 jours, les 12 et don'ts du licenciement. Merci beaucoup Pierre et surtout merci beaucoup Philippe du coup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. Bon moment, merci à vous de m'avoir invité. C'était très bien, j'ai apprécié. Merci beaucoup Philippe. Retrouvons-nous du coup pour la prochaine émission dans 15 jours. On repasse au mardi, attention. Donc soyez présents toujours à 12h pétantes et ravis en tout cas de vous avoir retrouvé pour une nouvelle émission. Merci à tous. Merci à tous et jingle. See the money won't stay for you. Get another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like.